Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 38 sous le thème « Perdu ». Cette semaine, je vous parle de Juliane Kopka, une ado tenace, intelligente, téméraire, bref, une ado avant l'invention de TikTok. Et moi, je vous parle de l'expérience ratée d'un savant fou. La thématique, c'est perdu. Ouais, pis ça. Bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève! Bienvenue à ton podcast préféré, Nicolas! Ouais, à ton podcast, à toi aussi. Tout à fait. Crime Tonic, épisode 38. Bienvenue à toutes nos auditorices. On vous souhaite la bienvenue à cet avant-dernier épisode de la saison. Ouais. Ouais. C'est ça, antépénultien. Antépénutien épisode. Ouais. De la saison. Le thème c'est perdu. On a vu dans l'intro que toi, les thèmes... Fidèle à mes habitudes. Oui. Y a-tu un petit lien? En fait, c'est que je suis en retard d'une émission. Comment ça? Ben là, c'est parce que c'est une affaire qui se passe sur la mer. Ah non! Ça a-tu un lien? Oui. Oh mon Dieu Seigneur. On peut dire qu'ils sont perdus en mer. Ben, on peut dire ça. Ben, si on peut dire ça, il y a un lien. Bravo. Alors, on vous accueille chaleureusement. On a des beaux cas pour vous. Je pars ça avec mon shout-out. Je peux-tu partir ça avec mon shout-out? OK. Team de feu. C'est nous, ça. Une review sur Apple Podcast qui dit « J'aime votre complicité, j'aime que vous partagiez cette passion ensemble. Votre façon de faire du true crime est hors de ce qu'on entend habituellement. Sans oublier les 2 histoires par épisode, c'est vraiment le fun. Moins de détails, plus de plaisir. Et c'est signé Mélanie. Merci, Mélanie. Merci. C'est super gentil. Et qu'est-ce qu'on boit cette semaine, Nicolas? On boit une petite découverte qu'on a faite encore une fois au Salon des vins spiritueux de Laval. De Laval. Hein, quelle sortie mémorable. Laval sur la beach. La vue sur la rivière de Prairie. Laval, c'est-tu là que le fun va mourir, ça? Non, maintenant, c'est rendu sa deuxième couronne. Là, c'est du gin crème, le blanc. Et écoute, c'est fait par une toute petite compagnie qu'on a découverte, en fait, Billion Brands. Mais là, ils ont un produit. Oui. Donc, shout-out à Billion Brands. On vous souhaite plein de succès. C'est très bon. Écoute, ça rappelle un peu les Baileys ou les Amarula ou quelque chose comme ça. Là. Mais écoute, cet été sur glace, c'est une bonne idée. Oui, donc c'est un gin crème. C'est sucré quand même. Moi, comme 15% d'alcool. Oui, et ça fait office de digestif, dessert. C'est vraiment bon. Moi, j'ai un coup de cœur là, pour ça. Ça fait différent. Oui. Tout en étant pas trop différent. Ouais, je sais pas comment dire ça. Ça goûte la crème glacée fondue. Ouais. C'est vraiment bon. J'ai vu une petite discordance là, sur la SAQ. En fait, c'est en vente à la SAQ, là, donc facile à trouver. C'est marqué embouteillé au Québec. Sur leur site, c'est marqué préparé au Québec. Là, qui dit vrai, on ne sait pas, mais c'est bon. Oui, je pense qu'ils font l'assemblage des ingrédients ici. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'eux autres ils disent que c'est embouteillé ici et peut-être préparé ici et peut-être dégusté chez vous si ça vous tente. Oui, dégusté ici, espérons, parce que je pense pas que tu peux l'amener nécessairement ailleurs. Oui, donc c'est notre suggestion de cette semaine. On va vous mettre le lien dans notre petite pastille. Qu'est-ce qu'on boit, qui sont pas très à jour, mais je vais faire ça bientôt. C'est l'été pour tout le monde, là. Oui, c'est l'été pour tout le monde. On fait des épisodes, puis des fois, on manque de liens. On roule sur les fumes, là, à la fin de la saison. Ouais. On prend un petit break après, puis on va revenir en force. Yes! Avec des vidéos, des capsules, puis des recettes. Puis... Ah ouais! Des recommandations, des commanditaires, des partenariats, plein d'affaires.
On va faire des épisodes de 24 heures. Ah ouais. On va flasher les lumières. On va flasher les lumières, tout ça. Ouais. On va faire bouger le Québec. Exact. Ouais, enchaînons avec le champion. Oui, mon champion de la semaine. Il est débile, mon champion de la semaine. Je pense qu'on a fait un record, genre comme 5-6 minutes. Je verrai au montage, là, mais... Habituellement, c'est plus long que ça. Habituellement, c'est comme ça prend au moins 10 minutes. Ah, ben là, tu vois, là, à chaque fois qu'il y a des reviews de personnes qui se cherchent des nouveaux podcasts, ils disent « Moi, j'aime pas ça, le blabla du début. » Ouais. Fait que là, on coupe le blabla du début. On vous a entendu. Vous l'avez réclamé, on vous le donne. Ouais. On coupe le blabla. Et on fait ça pour nous autres. Oui, on aime ça, nous autres. Parce qu'on se voit pas de la semaine. Non, c'est ça. Hein, on se parle jamais. On se parle jamais. Fait que là, hein, on a une petite heure pour enregistrer. Ouais, let's go. Toi, à part ça, là, la fille à la job qui t'énervait, c'est correct? comment ça a fini, cette histoire-là? Qui m'écoute à la job. C'est pas vrai. OK. Bon. Oublie pas d'aller sortir les vidanges après. OK. Ceci étant dit, mon champion de la semaine s'appelle Lucas McLeish. McLeish. Ça me faisait rire, ce nom-là. Il a 34 ans et il est originaire de la Californie. Alors, Lucas aime faire de la randonnée. Il a 34 ans et c'est un... Non, c'est pas vrai. On dirait une description, de coup de foudre. les blind dates par VHS. Ouais, exactement. T'envoyais ça la nuit. T'envoyais ça à un canal, là, puis là, il passait les vidéos la nuit. Il recherche une coquine. Il est sérieuse le jour et adorable le soir. OK. Le 11 juin dernier, c'est tout récent, mon champion de la semaine. Il a décidé, justement, écoute, c'est pour ça que je t'en parle, de faire une petite promenade dans les Santa Cruz Mountains. Ah, c'est vrai, là, le sujet s'est perdu. Oui. Ouais. Ah, tu m'énerves. Je suis sûre que t'as rien fait de ça. Ben non. OK. Il est parti avec... Là, ça disait, il est parti avec un pantalon, une lampe de poche et une paire de ciseaux. J'ai checké, il y avait un chandail. J'étais comme, il est bien innocent. Faire de la randonnée en chess. Il y avait un chandail, il y avait un chapeau aussi. Il comptait marcher environ 3 heures. C'était une petite promenade. Bon, tu devineras qu'il a perdu son chemin. Parce que moi, je suis bonne pour respecter les thèmes. Ben oui, bravo. C'est ça qui arrive. D'ailleurs... Félicitations. Une maudite chance. Il a perdu son chemin car, selon lui, il y a des points de repère qu'il a habituellement qui auraient été détruits par les récents feux de forêt en Californie. Donc, si bien que Lucas... Genre un arbre. À l'arbre, tu tournes à droite. Écoute, je sais pas si une grotte peut se faire détruire par un feu de forêt. Là. Peut-être comme la cime de certains arbres au loin. Quelque chose du genre. Ou c'est comme dans Survivor, il fait comme à droite où ce que l'arbre fait une hypoténuse. Exactement. Ouais. Moi, une hypoténuse, je serais morte. C'est là que je serais morte. Donc, il n'avait plus de point de repère dans les Santa Cruz Mountains. Il s'est perdu et complètement désorienté, il a finalement passé plusieurs jours dans les Santa Cruz Mountains. Pour tenter de survivre, il a mangé quelques baies et bu de l'eau de cascade naturelle qu'il croisait sur son chemin et, n'ayant pas de gourde, il a bu à même sa botte. Ah! Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. C'est mieux qu'à rien. Et oui. Il a pu boire dans ses mains. C'est ça qu'on appelle du jus de pied. Oh! Oui. Le problème, c'est que c'est seulement à la fête des pères, quand il ne s'est pas présenté à un rassemblement familial, que sa disparition a été signalée. 6 jours plus tard. Oui. Il n'y a pas de job? Je sais pas. T'étais en vacances. Je sais pas. Il y a personne qui le cherchait. Écoute, c'est un solitaire. Voilà. Donc, c'est 6 jours plus tard que sa famille a fait « Colin, Lucas, il est pas venu manger. » Il est toujours pas revenu avec la pizza. Exact. Il est toujours pas revenu. Puis il aime ça, les couronnes de crevettes. J'avais dit, je faisais ouais, c'est ça. Ils sont rendus plus bonnes. Ils sont plus bonnes. Fait que sa famille a déclaré sa disparition. Ouais, c'est ces bananes qu'elle avait achetées. Elles sont toutes plus bonnes. C'est sûr que ces bananes, son comptoir, sont plus bonnes. Ça, c'est choquant. C'est choquant. Là, tu viens d'acheter comme 3 piastres de bananes. Ouais. Puis tu fais quoi? Tu perds en forêt. Tu perds en forêt. Là, tu reviens, ils sont plus bonnes. Voilà. Ouais. Il y a des drames de t'es obligé de faire un pain aux bananes. T'aimes Jamais. même pas ça. Tout le monde met des bananes à congeler. Personne fait de pain aux bananes.
Lucas aurait même perdu la voix à force de crier à l'aide. Après les 5 premiers jours, à ce qu'il raconte, il ne pensait qu'à manger un burrito et un bol à tacos. Et c'est alors qu'il a réalisé qu'il devait vraiment se sortir de là. Il dit, quand je me suis mis à focusser sur un burrito, j'ai fait, je pense que je vais pas bien. Et là là. Plusieurs témoins auraient entendu ces cris à l'aide, mais sans pouvoir deviner d'où les cris provenaient. C'était difficile dans les montagnes, des fois, de savoir où est-ce que le bruit arrivait. C'est seulement après 10 jours qu'il serait tombé sur des traces de pas humains et de chiens provenant des équipes à sa recherche, ce qui lui aurait permis de se sortir du pétrin. Des images de Luca, sales et échevelées, qui enlacent sa mère, ont fait le tour des internets. Comme il l'a dit si bien, c'est une belle leçon d'humilité et somme toute une expérience géniale. Cependant, il affirme avoir probablement fait assez de randonnées pour le restant de l'année. Il va recommencer l'année prochaine. Peut-être, oui, l'année prochaine. Mais tous ses repères vont avoir brûlé encore. Parce voilà. que, et les changements climatiques. Ah, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Peut-être que ses repères, c'était des morceaux de pain, comme Hansel et Gretel, puis ils ont brûlé. C'est pas un arbre, c'est des morceaux de pain. Ouais, c'est ça. Il avait mis ça l'année précédente. Voilà. Ouais. Puis ils ont été déplacés. Il avait par construit les des feux de petits forêt. Inukchuk. Oh, puis là, il n'y en avait plus. Non. Il était tombé dans Il le avait fait feu. en bois sec. Voilà, Luca, t'es mon champion, mais c'est pas sarcastique, là. Il a quand même réussi à se sortir du pétrin. Mais y a-tu fallu qu'il rembourse comme des affaires? Ou? Non, je pense pas, là. C'était comme de bonne foi, là. OK. Fait, non, je pense pas qu'il y a eu de poursuite ni rien. Là, écoute, il faisait vraiment pitié quand ils l'ont trouvé, là, puis je pense qu'il a eu sa leçon, là. Parce qu'il y en a, c'est ça, tu sais, ils se mettent dans le pétrin eux autres mêmes. Oui. Puis là, ils finissent par être accusés. Ben oui. Après d'avoir utilisé des ressources là, inutilement, là, puis dépensé de l'argent à l'État ou, tu sais. Oui, hein, puis ça doit coûter vraiment cher. Ben, oui, des j'ai fois, entendu ils ça. déplacent un hélicoptère pour rechercher. T'as des gardes, t'as du monde de c'est ça, des gardes forestiers, des choses comme ça. Après ça, dépendamment, là, 10 jours, c'est long, là. Maintenant, Ouais. des fois, ils mobilisent du monde faire des battues. T'as des chiens, tu sais. Ah oui, des c'est hélicoptères, des ressources, des fois c'est des bateaux, Ouais. des bateaux pour... Ah non, je sais. Je C'est sais ça, pas parce que sur tu quoi pars qu'ils pas se basent préparé, tu sais. pour dire que t'es négligent ou que c'est un bête accident. Ouais. Parce Je que sais tu sais, pas. ça arrive un accident, là. Comme lui, il dit, il fait souvent de la randonnée. Il était parti 3 heures, là. Tu sais, c'est pas comme s'il était parti... Il se disait, je vais aller faire du camping 10 jours, pas de gourde. Non, c'est Il ça. était parti 3 heures. Il est parti faire une promenade. Je veux dire, j'ai déjà fait des marches de 3 heures dans ma Ouais. vie, là. Mais ceci étant dit, c'était juste 6 fois le tour du parc Jory, là. C'est à peu près le temps que ça me prend, c'est à 19 entre Montréal puis Blainville. Et voilà. Donc, écoute, on le juge pas. On lui Non. souhaite beaucoup de bonheur. Puis sa mère était soulagée, je pense. Ceci étant dit, elle s'est pas inquiétée pendant 6 jours. Non, c'est ça, ça a pris du temps pareil. Mais après ça, elle était très soulagée. Mais bref, je suis sûr qu'il sera heureux d'apprendre qu'on a parlé de lui Tout à fait. à Crime Tonic. Il va dire, oh, Crime Tonic talked about me. This is wonderful. Nice. Nice. On top of that, pendant l'émission où il parlait du Jim Cram. Non, I love the gin cram. Ton tour. produit du Québec. Dis-moi que c'est un petit Ben, écoute, petit lien. je vais y aller, OK? Puis Oui. tu me diras après si le sujet est... Je pense qu'on va s'en parler hors d'onde. Ouais? Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'on va mettre des choses au point après cet C'est épisode-là. parce que, honnêtement, je me suis dit, si je parle pas de ce cas-là maintenant, j'en parlerai jamais. Ah, je Il aurait fallu t'avoue. que j'en parle le dernier épisode. Vas-y. Juste un petit disclaimer aussi, avant de partir, c'est pas un trigger warning. Là. OK. C'est juste pour dire, tu sais, habituellement, je vais recueillir, tu sais, le plus d'informations que je peux sur un cas. Oui. Tu sais, puis je m'inspire de YouTubers ou, tu sais, d'articles ou n'importe quoi. Généralement, je vais essayer d'attaquer le sujet d'un angle différent. Oui. OK, mais cette fois-là, un des YouTubers que j'ai regardé du nom de Wendy Goon, je sais pas s'il y a du monde qui le connaisse, je mettrai le lien, bien sûr, qui a couvert le sujet, mais tu sais, la façon qu'il aborde le sujet, je trouvais ça trop génial et c'était tout à fait mon point de vue aussi. Puis je me suis fortement inspiré de ça. Fait que, Ok. je voulais juste dire, généralement, j'essaie d'attaquer les affaires avec un point de vue ou tu sais, d'une façon différente. Mon cas ressemble un peu à, tu sais, Il est inspiré. les conclusions qui tirent de ça, puis la façon qu'il voit l'expérience
ressemble beaucoup à ce que je pense. Renomme-le, s'il te plaît. Wendy Goon. Wendy Goon. Ouais, c'est un YouTuber qui fait des cas de true crime, de faire la même. OK, cool. Parfait, c'est noté. Ouais. De toute façon, toutes nos références vont être sur notre site internet. Je n'arrive pas pour aller les voir. Tout à fait. J'ai modifié un peu le site, là. Maintenant, je mets les références directement sur la description comme de l'émission, là, du podcast. Parfait. Puis sur le site web, on retrouve toutes les émissions. Génial, Nicolas. Tu m'envoies ravi. Ouais, écoute. Allons-y. Écoute, je respecte pas les thèmes, mais tu t'occupes du site. Au moins. Je suis quand même intéressant. Ça fait ça de gagner. Écoute, faut rire un peu. Je te parle d'un projet d'expérience humaine qui a plusieurs noms, qui a reçu plusieurs noms à travers les années, là, principalement lorsque les médias ont eu vent de l'affaire. OK. Certains comparent parfois cette expérience avec d'autres expériences importantes, là, genre le Stanford Prison. Oh oui, l'expérience qui ont engagé plein de gens pour faire des prisonniers et des gardes de prison et qui a viré en l'anarchie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand même assez sévère. Oui, et il y a eu un film là-dessus, si jamais ça vous intéresse. The Stanford Prison. Mais je te jure, OK, mon cas est à des années-lumière de ça. OK. Ceux qui sont familiers avec le cas reconnaîtront peut-être le nom de Peace Project, qui était le nom officiel de l'expérience. Dans les médias, on a parlé souvent du Akali Raft parce que c'était le nom du livre, que le Santiago avait écrit, que le rechercheur avait écrit. Mais en gros, là, c'est souvent référé sous le nom de Sex Raft. Le rafting du sexe? Le radeau du sexe. Le radeau du sexe. Raft, ils font pas du rafting, là, ils sont sur un radeau. Ils sont sur un radeau, le radeau. Ouais. OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler brièvement de son fondateur, du scientifique. Et c'était une expérience. Oui, c'est ça. OK, parfait. Le but, c'était de créer une situation et d'observer et de noter les comportements humains. Ouais. OK, une expérience sociale. OK, je comprends. Ouais, OK. Exact. Le fondateur de l'expérience s'appelle Santiago Genovés. OK, c'est un Mexicain. Santiago est né en décembre 1923 et décédé en septembre 2013. Ah, mon Dieu, OK. Il est quand même décédé, ça fait pas très longtemps. Il était quand même assez vieux. Santiago a toujours été fasciné par la violence, présente chez la race humaine. Il a fait une carrière finalement en anthropologie, afin de pouvoir consacrer sa vie à l'étude du genre humain. L'étude des comportements humains. Oui. Ce qui va l'amener à travers les années à participer à diverses expériences, dont une en particulier qui avait été organisée par un gars qui s'appelait Thor de Norvège, qui consistait à reproduire un voyage sur des répliques de bateaux égyptiens. Fait que, il traversait l'Afrique sur des bateaux égyptiens afin de documenter ce à quoi pouvait ressembler un voyage dans ce temps-là. D'accord. Il est également co-auteur de la déclaration de Séville sur la violence. Déclaration qui, en gros, là, ça réfute l'idée que la violence humaine est dans nos gènes, que c'est comme biologiquement déterminé puis que c'est transmis héréditairement. OK, donc si t'enseignes pas la violence à l'humain, théoriquement, exact, il est pas porté à aller vers là. C'est ça. Fait que selon lui. Les théories que lui il aurait été violent no matter what, ben en réalité, ça serait faux. D'accord, je comprends. Bref, il était passionné par deux choses, la navigation et la violence. Donc, assez sur Santiago. Je vais te parler du Peace Project. Ben oui. Qu'est-ce que c'était exactement? Officiellement, c'était une expérience. Santiago la proposait, là, puis la marketait, dans le fond, comme une expérience humaine qui avait pour but de découvrir le secret de la paix sur Terre. D'accord. Le but, c'était World Peace. World Peace, OK. Savoir observer puis se dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour avoir la paix sur la Terre? D'accord. Mais secrètement, Santiago, c'était une expérience qu'il voulait faire, probablement pour essayer de démentir la déclaration qu'il avait écrite, là, comme quoi que c'était pas inhérent là, chez les humains ou je sais pas trop quoi, la violence. Mais le but, c'était de recréer une expérience qui avait déjà été faite sur des singes où les mâles du groupe avaient rapidement démontré que le besoin primaire de se reproduire, dans le fond, était tout aussi important que la violence qu'ils pouvaient démontrer envers les autres mâles. C'est comme s'il avait fait une expérience du genre, il avait mis 12 singes ensemble,
Puis là, éventuellement, rapidement, en fait, les mâles ont comme essayé de se battre entre eux pour définir qui était le mâle alpha. Puis là, après ça, le but, c'était de se reproduire avec les femelles. T'sais. OK. Wow. OK. Donc, lui, dans le fond, il se disait, s'il y a du monde qui sont pognés sur un radeau, ils risquent de fafouiner toute la gang ensemble. Exact. Lui, son but, c'était de mettre des hommes et des femmes sur un radeau, des isoler, et d'observer comment le chaos allait se propager sur le bateau, comment que les mâles allaient dominer, dans le fond, le radeau. Et que le sexe allait rapidement devenir une priorité dans les besoins des gens. Ouais, pas tant le sexe que le besoin de se reproduire. Ah, OK, parfait. Mais c'est ça. Un implique l'autre. Ouais. OK, c'est audacieux. Ouais. Puis lui, il était tout à fait confiant de pouvoir reproduire, avec des conditions idéales, ce comportement. Parfait. Faut pas oublier aussi que l'expérience a eu lieu en 1973. Je n'en doute pas, Nicolas. C'est pas récent. Là. Non, moi j'écoutais ça, j'étais là, OK, ça sent le scandale. Ouais, c'est une autre époque. Ben vraiment, parce qu'il y a là toute la notion de consentement, là, dans le fond, c'est ce qu'ils voulaient vérifier aussi, là, parce qu'on n'est pas des singes. Probablement, ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. OK, good. Il a donc eu l'idée de construire un radeau. Okay, le radeau faisait 12 mètres par 7 mètres. OK. Okay, c'est quand même un très gros radeau. Oui. 12 mètres. Ah oui, c'est gros, 12 mètres. Ouais, quand même. Okay. Il y avait comme 2 étages. Là. Ah, wow, OK, c'est gros. C'est quand même une bonne embarcation. Dac. Il va inviter 10 autres personnes que lui, OK? 6 femmes et 4 hommes. Le but, c'était de quitter pour une traversée de l'Atlantique. OK. Okay, donc, il partait des îles Canaries et se rendait jusqu'au Mexique. D'accord. C'est une traversée de combien de temps, on sait-tu? 101 jours. 101 jours. C'était prévu de prendre 101 jours. Il n'y a pas de moteur sur l'embarcation, c'est des voiles. D'accord. Puis le courant qui t'emmène. D'accord. Ça voulait aussi un peu reproduire la traversée des hommes là, à l'époque là, des découvertes, là, des explorateurs. Parmi les participantes, okay, donc on a Maria, qui est une Suédoise qui était capitaine de bateau dans la vie. Okay? Enna, qui est une docteure tchécoslovaque. Mm-hmm. On a Faye, qui est une Américaine et qui est opératrice de radio dans la vie. OK. Donc, elle s'occupe des communications. Servan, qui est une Française qui se spécialise dans la plongée et la réparation sous l'eau de bateaux, des choses comme ça. On a Rachida, qui est une Algérienne, qui s'était jointe pour effectuer des études sur la pollution. Et finalement, Mary, qui est une autre Américaine qui aussi s'occupait de faire des recherches et avait quand même pas mal d'expérience en navigation. OK. Et tous ces gens-là, ben là, je sais que c'est pour l'instant, on a juste les femmes, mais ces gens-là embarquent sur le bateau en se disant, je participe à une expérience de sociologie sur... La paix dans le monde. La paix dans le monde. Ouais. OK, parfait. Santiago avait caché un peu son intention, autant à son université qu'il fondait, qui le backait là-dedans aussi. Oui, exact. Parce que là, dans le fond, là, ce que tu me nommes, c'est des femmes... de carrière, qui ont l'air instruites. La moitié sont mariées, ont des enfants. Qui ont l'air intelligentes. Il y a pas, je veux dire, dans le temps des explorateurs, là, il y avait des colons, des prisonniers, des orphelines. N'importe qui mangeait pas dans la vie, là, qui voulait embarquer sur le bateau parce que c'était mieux que crever de faim. Là. Voilà. Fait que, c'était pas des gens de la haute société, là, malheureusement, souvent. Puis là, ce que tu me parles, c'est, en tout cas, à date, les femmes, c'est des badass, là. Ouais. Ouais, OK, good. Quand même. Du côté des participants, des hommes, on a Osé, qui vient de l'Uruguay et qui était anciennement un élève de Santiago à l'université. Okay. Charles, qui est originaire de Grèce. C'est rien de particulier. Bernardo, un prêtre. Il est grec, on va juste dire ça. Là, juste ça, c'est en masse. Il se fait broser. Bernardo, un prêtre angolais. OK? Et finalement, Eisuke, un japonais photographe. OK, il a pris un prêtre. Ouais. Puis, puis il a pris des femmes mariées. L'idée derrière le prêtre, c'est qu'il s'était dit, ça va peut-être mettre une barrière un peu en disant, tu sais, s'il y a un homme de foi, ils vont peut-être essayer de se retenir, tu sais, de s'entretuer, genre, pendant un certain temps. Lui, il va se mettre un frein. Ou au moins, lui, il va peut-être essayer d'influencer les autres aussi, tu sais. Peut-être que
il voulait rentrer la religion en plus là-dedans en se disant peut-être que ça va avoir un effet. Tu sais. C'est fascinant, je capote. Je veux tout savoir. Là, dans mon script, j'ai marqué, je sais pas si t'as remarqué, mais tu sais, les femmes recrutées semblent avoir beaucoup plus d'expérience en mer que les hommes. Vraiment. Donc, tu l'avais déjà remarqué. C'était prévu par Santiago, qui s'était assuré de choisir des femmes fortes qui avaient plus de connaissances et d'expérience en mer que les hommes. Ouais. Okay? Alors, ainsi, lors de l'expédition, il a donné aux femmes tous les postes clés à bord du radeau. Et les hommes avaient des tâches de second ordre, là, comme faire le ménage ou l'entretien, ou restocker les affaires. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est, on dirait, pour faire partie de l'expérience, si t'étais une femme, fallait être des connaissances, puis si t'étais un homme, fallait juste avoir le goût. Ah, peut-être. C'est comme s'il avait pris ses amis puis il était comme, je vais t'amener sur un bateau, il y a 6 femmes, tu vas capoter. Mais genre, ouais, mais j'ai jamais fait ça. Oh, c'est pas grave. Eux autres, ils savent comment conduire le bateau. Mais, tu vas pouvoir en profiter. Mais je trouve ça bien parce que, sérieusement, là, c'est autant que c'est hyper discutable, là, on s'entend, là. Mais il y a comme une partie de moi qui trouve ça bien qu'il ait pris des femmes difficilement impressionnables. Ouais, c'est mais vraiment pour équilibrer le rapport des forces, dans le fond. La façon que c'est... Je crois plutôt que Santiago croyait que les hommes qui allaient être plus insultés par leur position inférieure, puis qui allaient se mutiner et reprendre le pouvoir sur le bateau. Je pense qu'il a créé une condition exprès qui pensait que ça allait comme trigger les hommes. OK. Et que ça allait peut-être faire un genre de révolution, là, ou exact, de coup d'État, pas se faire là. bosser, ou que il allait tout le temps mansplainer tout, ou penser qu'elle allait être meilleure que l'autre, même si l'autre, c'est une capitaine de bateau dans la vie. Puis que ça allait créer le chaos. Là, tout ça fait pas de sens, parce que quand tu fais une expérience, t'es supposé avoir un témoin. Ouais, ben là, c'est ça. Petit à petit, on va voir que Santiago fait juste pas de sens. T'es supposé avoir un radeau quelque part avec tous des sujets au hasard, voir qu'est-ce qui se passe habituellement. Mais écoute, c'est pas grave, c'est fascinant. Continue. C'était aussi assuré que la majorité des femmes avaient déjà eu des enfants. Comme je te disais tantôt, hein, la moitié étaient des mariés, étaient mariés puis avaient des enfants. Encore une fois, tu sais, dans l'expérience avec les singes, j'avais remarqué que les mâles avaient tendance à se battre plus férocement pour s'accoupler avec des femelles qui avaient déjà eu des enfants ou tu sais qui semblaient être en meilleure posture pour enfanter. Ben voyons donc. Ouais, fait que là, c'est dit, si je choisis comme 3 femmes qui ont eu des enfants puis 3 qui en ont pas eu, on va pouvoir savoir si le monde il préfère ceux qui ont déjà eu des enfants. Hey, c'est pas de même sur Tinder. Juste te dire, là, si t'as déjà eu des enfants, là, le monde te swipe. Là. Oh là, on parle du primal. Là, ouais, on parle de besoin viscéral de peupler la planète. Pas de parler de ça à tes chums le lundi matin. Non, c'est ça, là, on est loin de Tinder. Pour augmenter les rapprochements humains, il y avait aussi interdit d'apporter sur le bateau toute forme de divertissement. OK. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de livres, le monde ne pouvait pas amener des livres, ne pouvait pas amener des jeux, rien de spécial, tu sais. Encore là, sûrement, ils croyaient que, tu sais, vu l'ennui des participants, que le comportement violent allait sûrement se représenter, tu sais, plus rapidement ou plus intensément. Ouais, mais c'est pas fou. Ouais. Ben, en fait, c'est débile, là, mais c'est... ça se tient. Et c'est ainsi que 11 personnes partent des îles Canaries sur un radeau. D'accord. Et déjà, au départ, il y a eu un petit accrochage. Ah? En fait, le conjoint de la capitaine Maria, qui était lui aussi capitaine, il était en charge de remorquer le radeau au large. OK. Parce que, tu sais, il n'y a pas de moteur. Fait que, il faut aller comme prendre le vent, puis les courants, puis tout ça avec le radeau. Fait que, tu sais, il a fallu qu'il repousse l'embarcation plus loin. Bref, son conjoint, dans le fond, a réussi à rejoindre sa femme sur la radio et en pleine panique, il demande, t'as-tu lu le contrat? T'as-tu lu qu'est-ce qui est écrit dans le contrat? Puis sur le contrat que Santiago avait fait signer aux participants, une genre de décharge. Oh my God. C'était inscrit que le participant se donnait corps et âme à l'expérience et que Santiago avait tout pouvoir sur les participants. Wow! Tu sais, Maria, comme pas niaiseuse non plus, elle dit, ils écrivent ça juste pour pas que j'ai poursuivi. Avoir une bonne conscience, se poursuivre. Elle dit, inquiète pas, il se passera pas rien.
Puis il est resté? Ouais, il est resté, là, puis il a réussi à convaincre son mari. Il disait, non, c'est beau, gars, je te rappelle, dans 101 jours, même que j'arrive à bon port. Oh, il est pas con, son mari. Ouais. Vous voyez bien que ça n'avait pas d'allure. Non. Puis là, juste pour que tu puisses apprécier l'histoire, là, j'ai déjà un peu spoilé ça, là, tu sais. On va voir que le résultat de l'étude de Santiago, dans le fond, elle fait pas de sens. Elle fait pas de sens, non. Ben non. Ben, premièrement, les conditions sont loin d'une expérience, des conditions qui peuvent démontrer vraiment quelque chose. Tu sais, c'est ça. Quand tu fais une expérience, il y a des conditions à respecter pour que ça soit recevable par tes pairs. Cette expérience-là a l'air de pas être recevable par le monde scientifique. Ouais. Ben, déjà ça. Fait que, tu sais, Santiago avait comme espéré et tout mis en œuvre pour que son rêve se réalise, là, de voir du monde s'entretuer, je suppose. Ben, ça s'est passé pas du tout comme ça. Ah non. Non. Donc, tu sais, Santiago qui avait pour hypothèse que, tu sais, peu de temps après le départ, le radeau allait se transformer en véritable orgie de sang et de copulation. Mais tu vas voir, tu sais, il y a un documentaire là-dessus qui est sorti en 2018, ça s'appelle The Raft, là. Les participants disent que durant le voyage et même après le voyage, après le périple, ce sont devenus de très bons amis qui se réunissent régulièrement pour se remémorer le voyage puis l'expérience qu'ils ont vécue. Mais que personne d'entre eux ont plus jamais adressé la parole à Santiago après le voyage. Vrai? Ah ouais, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça. Juste pour pouvoir prouver son point, ok, puis documenter l'expérience, dans le fond, puis tester l'évolution de l'état psychologique et d'esprit des participants, Santiago a fait remplir avant le départ un questionnaire aux participants de façon individuelle. OK. Il n'avait pas partagé les réponses avec personne. Les questions ressemblaient un peu à, tu sais, avec qui crois-tu avoir le plus d'affinité dans le groupe? Qui détestes-tu le plus dans le groupe? Okay. Tu sais, comme ça. Santiago, après ça, durant le voyage, a répété l'exercice régulièrement. OK? Fait que, tu sais, de semaine en semaine, il redonnait des questionnaires aux participants pour répondre aux questions, pour voir l'évolution. Mais en plus, certaines questions devenaient de plus en plus corsées. Ouais. OK? Fait que, tu sais, des exemples, c'est plutôt que de demander avec qui il croyait avoir de l'affinité, c'est devenu peu à peu avec qui voudrais-tu coucher ou avoir des rapports sexuels. Ou encore, tu sais, qui détestes-tu le plus c'est devenu qui voudrais-tu pouvoir frapper? Qui voudrais-tu tuer? Wow. Parmi les participants? De quelle façon tu voudrais le tuer? Mais là, attends, dis-moi qu'il n'a pas révélé ça aux autres. On va voir plus tard. Oh, c'est sûr qu'il a fait ça pour foutre la merde. C'est un débile mongol. Ouais, ok, vas-y. Tu le lis comme un enfant. Oui. Ouais. C'est pas la personne la plus brillante sur le radeau, je te dis. Il va leur faire aussi dessiner à chaque semaine un arbre. OK. Je sais pas si tu connais ça, là. C'est un lien avec un test inventé dans les années 50 en psychologie où tu fais dessiner un arbre aux patients. On faisait des fois avec les enfants ou des choses comme ça. Puis selon la façon que tu vas dessiner les racines ou le tronc ou les feuilles ou le comté, qu'est-ce qui ça ajoute aussi au dessin. Ouais. Avec ton arbre, ils peuvent en faire des interprétations différentes puis voir comment la personne se sent ou qu'est-ce qu'elle pense ou des choses comme ça. Okay. C'est un test en psychologie qui est utilisé souvent là, mais c'est un peu basic là, mais ouais, okay. C'est ça. Mais lui il faisait ça, à chaque fois qu'il faisait le questionnaire, il leur faisait dessiner des arbres aussi. Ah ben coudonc. Mais bon, contrairement à ses attentes, les jeunes participants, de jour en jour et de semaine en semaine, s'amusent sur le bateau, vont se baigner, ils pêchent ensemble, ils se font des burgers, des barbecues. Bref, c'est le voyage de leur vie. C'est ça, personne tue personne. Non. Durant ce temps-là, Santiago, lui, va s'isoler un peu de plus en plus. T'sais. Imagine comme le vieil homme qui s'assoit à l'écart, puis qui est là avec son calepin, puis qui note, puis qui attend juste qu'il se passe de quoi. Puis qu'après ça, il va poser des questions au monde, tu sais, qui c'est que t'aimerais se tuer dans le groupe, tu sais. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, l'autre est comme, Hein, pourquoi? Ça va-tu bien? Va faire une sieste. Tu es obligé de répondre. Tu veux-tu manger une Snickers? T'es pas toi-même. T'es pas toi-même. C'était quand même, tu sais, constant avec un des principes de son expérience parce qu'il voulait pas s'imposer. Ah oui. Okay, mais, tu sais, ce serait peut-être la seule affaire qui a fait correct de... Ben, en même temps,
Même si quelqu'un finissait par frapper quelqu'un d'autre, tu lui as suggéré par un questionnaire. C'est tellement biaisé. Ouais. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce gars-là, c'est un scientifique? Ben, c'est un anthropologue, là. Il travaille pour une université. Il est dans... Même moi qui est zéro scientifique, je trouve... c'est ça, qui a jamais fait de science, j'écoute ça puis je fais comme je pense pas que ça passerait. En tout cas. Mais tu sais, au lieu, en fait, plus les jours avancent, moins il est capable de retenir son besoin de contrôler tout aussi. OK. Tu sais, puis il va commencer de plus en plus à s'imposer sur les décisions du bateau et très souvent va contredire les décisions de la capitaine, Maria. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, tout ce qu'il pensait qu'il allait se passer, c'est que lui il aurait fait ça. Ouais. Puis il se dit, tout le monde est pareil comme moi, fait que la merde va pogner. Parce que lui, il a l'air désagréable. C'est ça. Tu sais, au lieu de développer de la haine ou de la violence envers les autres participants, les membres du groupe commencent tous à haïr et vouloir violenter Santiago. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils se liguent contre lui. Oui, c'est ça. OK. C'est comme tu dis, c'est un peu comme si tu fais exprès pour irriter quelqu'un. Après ça, tu fais remplir un questionnaire, c'est sûr que tu vas répondre des affaires méchantes. Tout à fait. Un autre événement marquant, c'est quand le groupe a réussi à pêcher un requin. Ah, OK. Fait que, à un moment donné, ils pêchent, puis ils réussissent à rentrer un requin. Fait qu'ils attrapent un requin. Wow. Puis, étant en mer depuis X nombre de semaines ou de jours, ben là, puis en ayant des rations contrôlées, là, tout ce qu'ils mangent, c'est des affaires portionnées, puis de la bouffe en canne. Ouais. Ils se disent, tant qu'à avoir attrapé un requin, on va en profiter pour se faire un gros barbecue. Ben, c'est sûr, oui. Fait que ils vont devoir tuer, dépecer le requin, nettoyer ses entrailles puis tout ça, pour finalement le couper puis le faire cuire puis le manger. Oui. Dans son journal, Santiago va s'assurer de romancer un petit peu en sa faveur toutes les activités que le groupe fait durant cette journée-là. Donc, plutôt de décrire la scène comme étant un groupe d'amis qui sont heureux d'avoir pêché un requin et de se faire un gros barbecue, il va décrire plutôt la scène comme des humains qui sont réduits à un état sauvage, qui, après avoir attrapé leurs victimes, s'équipent de haches et de couteaux pour violemment dépecer la carcasse, puis plonger leurs mains dans les entrailles ensanglantées, genre de la bête. Ah, franchement. Tout ça est sûrement vrai, mais ça devait se faire comme yes, on va manger, ça va être bon. Du point de vue. Comme si ça, c'est très romancé. Ouais. On dirait qu'il travaille pour le Journal de Montréal. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, il est tombé en bicycle, tu sais. Là, il est tombé, puis là... Oui, puis il saignait, puis là, il se pouvait plus. Puis... Est-ce qu'il aurait été, tu sais, c'est-tu à cause de... Sa maîtresse? La ville là, qui fait pas attention à la rue. Sa mère, là, était comment? C'est ça. Son père. Tout ça. Ouais. Selon les notes de son journal aussi, Santiago décrit que c'est à ce moment-là que les participants avaient commencé à devenir une meute sauvage. Oh, ben oui. C'était plus des participants humains là, comme au début. Tu sais, l'expérience au complet, là, c'est 3 mois. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, et là, il commence à devenir une meute sauvage. Ouais, c'est ça. T'sais. Il était pas à moitié encore. Mais non, c'est parce que l'occupation double, ça dure plus longtemps que ça. Là. Ouais. Et les notes de son journal pour cette journée-là vont se terminer en écrivant qu'il avait caché la hache qui avait servi à dépecer le requin par peur que quelqu'un puisse l'utiliser genre pendant son sommeil. Oh mon Dieu, c'est un drama queen. Un autre événement qui va diviser le groupe de Santiago encore plus, c'est quand une des pièces du radeau qui sert à diriger va se briser. OK. Donc là, ils sont comme en mer, puis pas dirigeable, mais en tout cas, la pièce est brisée. Servane, qui était la française, la plongeuse. Oui, qui est supposée réparer tout ça. Ouais, c'est ça, qui fait ça dans la vie, réparer des bateaux en mer, décide de faire sa job, mettre son équipement puis d'aller réparer la pièce. Ouais. Mais Santiago va refuser, prétextant qu'il ne peut pas risquer la vie d'une participante et encore moins d'une femme. Et qui est désagréable. Ouais, mais Santiago, il n'a aucune expérience là-dedans. C'est pas un plongeur, c'est pas un mécanicien, puis ça va lui prendre plein de tentatives. Tout le reste de la journée, il va passer à faire ça, puis il réussit pas. OK, il veut le faire lui-même. Ouais, il est parti, il a fait comme, donne-moi ton équipement, puis tu sais, l'équipement est comme trop petit pour lui, ça fait pas. C'est là
que ça a commencé, le mansplaining. Mais ouais, c'est ça. Il dit, là, je check bien, moi, je vais le faire. 1973? Puis là, genre, ouais. Je pense que ça a commencé avant ça. Ça doit, mais ça a peut-être une recrudescence. Puis là, ça prend toute la journée, OK? Puis au coucher du soleil, le groupe fait comme, écoute, on réparera ça demain. Puis là, ils vont se coucher, mais tu sais, durant la nuit, Servan va se lever en cachette, va enfiler son équipement, va aller plonger, aller réparer la pièce. La nuit, va remonter, va aller se coucher. Ben oui, là, le lendemain, maintenant, c'est arrête de faire chier. Ben oui, parce que c'est ça, puis il devait, comment t'appelles ça, quand tu perds ta trajectoire, là, divaguer. Ouais, c'est ça, dévier, ouais. Ils devaient dévier de leur trajectoire, ouais. Le plus ils attendent, plus ça va être problématique. Ouais, c'est ça. Mais oui. Là, le lendemain, lorsque Santiago décide de replonger, Servan va lui annoncer que durant la nuit, il est allé réparer, puis il va péter un câble. Ah, il va péter un câble? Ah ouais, il est vraiment pas content. Oh mon Dieu, je l'haïs, je le connais pas, puis je l'aime pas. Là, on est environ à mi-chemin, OK, du parcours. Là, Santiago décide de brasser un petit peu les participants en se disant qu'il en reste moins qu'on en a passé. Là. Mm-hmm. Fait que là, faut qu'il se passe de quoi? Ouais, faut qu'il se passe de quoi. Ça va pas comme il veut, là. Personne n'a tué personne, c'est contre lui que entre eux autres. Selon lui, il y en avait déjà 5 de morts, là. Personne n'est mort, puis personne n'est enceinte. Ouais. Tout va mal. Il a ressorti la hache, d'après moi. Oui. Il l'a remis dans le milieu. Il met des films d'adultes en background, là, voir si ça fait quelque chose, là. Non, il a pas le droit d'apporter des films. Ah oui, c'est ça. Mais là, il y a une idée, OK? Fait que là, il rassemble tout le monde sur le bateau, tous les participants. Il va décider de ressortir les questionnaires qu'il avait fait remplir. Ah, c'est ça! Durant l'expérience. Je savais qu'il allait faire ça. Ouais. Hey, on dirait une petite fille, une adolescente qui déplie une lettre que sa besse, ça y a écrit, mais que là, c'est plus sa besse. Puis qu'elle est comme, ouais, là, tu sais, Jessica m'avait écrit ça, elle avait écrit qu'elle tripait sur Nathan. Ah, elle a écrit Nathan qu'elle tripait sur toi. Tu sais, mais c'est exactement cave, ça. Là. C'est dégueulasse, là. Tu vois, je voulais pas écrire ces affaires-là parce que je me suis dit, c'est sûr, tu vas réagir comme ça. C'est tout comment le YouTuber que j'avais écouté pour ça, qui réagit lui-même à ça. Il dit, c'est un enfant roi. C'est un enfant, c'est là. comme en cours d'école. Là, ouais. Comme, lui, il a dit que t'étais pas fin. Lui, il a dit que ça. Fait que là, allez vous battre. Ouais, c'est ça, exact. Il a dit qu'il voulait te péter à la gueule. T'es-tu capable de péter à la gueule? T'as dit t'allais péter à la gueule. Comment tu te sens qu'il dit qu'il va te péter à la gueule? T'as-tu le goût de péter à la gueule? What the fuck? Là, tu te gosses, là, tu mets un point d'un côte, là. Ouais. Ah, c'est con, là! Ben, c'est exactement ça qu'il va faire. Okay? Il va commencer à lire à voix haute, OK, les réponses de certains. Puis il va s'assurer de choisir ceux qui sont le plus crunchy. T'sais. Ben oui. Il va lire des réponses. Exemple, à un moment donné, il disait que Edna avait répondu à une des questions que la personne avec qui elle aimerait qu'elle aimerait le plus coucher, c'est Osé. T'sais. Mais Osé, lui, peut-être même pas la même journée, là, peut-être une autre semaine, il a répondu que la personne qui aimerait le plus tuer dans le groupe, c'est Edna. Ouais. Là, il met les deux ensemble. Ah, tu sais, comment tu te sens, toi, qui voulait coucher avec, puis toi, tu sais, puis là, les deux sont rendus là, sont tellement amis, le monde sont tellement soudés par leur voyage puis leur expérience transcendantale, tu sais, de vivre sur un radeau, là, seul, isolé, ils sont tous comme, man, tu sais, c'est pas grave, je comprends. Puis là, t'es là, oui, j'avais écrit ça parce que ce matin-là, genre, t'avais volé ma toast, puis là, j'étais vraiment pas content, puis là, il m'a donné un formulaire, puis je l'ai rempli, puis tout le monde était comme... Moi, là, le matin que je ferme pas ma porte d'armoire puis tu te pètes la tête dessus, là, si je te donne un questionnaire puis je te dis qui t'as le goût de tuer dans la maison, c'est sûr t'écris mon nom, là. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on t'ensemble. Quelqu'un, genre, dans ton entourage, ça serait qui toi ici? Ma femme. Je me suis pété la tête parce qu'elle a pas fermé sa porte d'armoire. Ouais, c'est ça. Après ça, tu vas faire. Elle commencera plus jamais. Puis après ça, tu vas faire. Ouais, je m'excuse, chérie, j'étais un peu fâchée. Ah, c'est correct, te pardonne. C'est tout. Fait que Santiago était de plus en plus désespéré, hein. Les jours avançaient. Et plus les jours avançaient, plus ses tentatives de créer le chaos, dans le fond, devenaient... Ouais. Puis lui devenait de plus en plus amer et méchant aussi. Ah ouais, hein, il est désagréable. Là. Ouais, il s'était mis en tête de devenir le plus insupportable possible. Fait que, au début, il faisait des niaiseries, il arrosait le monde, ou il volait de la nourriture, des affaires comme ça. Puis plus ça allait, plus ça dégringolait dans des insultes, des méchancetés, puis des propos racistes. Oh, envers les participants, parce qu'il y en a qui viennent de partout dans le monde. Mais c'est sûr que ça va faire que les gens vont avoir un but commun, qui est de l'exclure. Ouais. Tu sais, de le mettre à part. Là, ils peuvent pas le garocher en bas du bateau, mais de le mettre à part.
Donc, ça va les souder encore plus. Tu sais, il me semble que c'est un principe de psychologie 101, là. Tu sais, si on a tous une cause, on va mettre de côté nos différends et on va s'unir contre cette cause-là qui est notre, tu sais, qui est comme le capitaine du bateau qui est un enfoiré, là. Ouais. Fait que tu sais, t'as beau me gosser parce que t'as volé ma toast, on a un but en commun, c'est de s'assurer qu'il est pas dans notre groupe, là. Ben oui. Mais tu sais, il y a des pays qui, peut-être moins maintenant, là, parce que je connais pas assez la politique, whatever, mais tu sais, t'as des pays qui entraient en guerre. Ben, je pense dans mon affaire de Russie, j'en parlais, le tsar, il était tellement impopulaire qu'il s'est dit, écoute, je vais juste rentrer en guerre avec un autre pays, puis pendant ce temps-là, on va tout haïr l'autre pays, puis le monde n'aura pas le temps de m'haïr. Tout à fait. Fait que tu sais, c'est la même affaire, là. Oh, oui, vraiment. Puis là, aussi, tu pourrais te demander pourquoi est-ce qu'on parle toujours de cet événement-là comme le sex raft? Ouais, ben là, oui, parce qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Tu vois, c'est que Santiago, tu sais, pour se faire financer son projet par l'université, il avait pas tout à fait révélé, tu sais, les objectifs de son expérience. Ouais. Fait que, tu sais, il avait dit que c'est pour la paix dans le monde. Oui. Puis je veux savoir comment les gens vont réagir. C'était resté assez vague, là. Puis là, ben, tu sais, il dit, je vais inviter des à part égale des hommes et des femmes sur un radeau, puis on va partir en mer, puis on va essayer de découvrir la paix dans le monde. Puis là, les médias, eux autres, quand ils ont eu vent de cette affaire-là et de l'objectif réel, flou. Non, personne ne savait flou, encore. Là. Okay. Je veux dire, tu sais, lui, il n'a pas vraiment donné de détails. Là. OK, je comprends. Fait que là, tout le monde a fait comme, tu sais, il y a comme 6 femmes, 5 hommes sur un radeau pendant 100 jours. Oui. C'est sûr qu'elles sont parties là-bas, genre, fourrées. Pendant tout le long. Fais attention, il y a des affaires. il dit Santiago, c'est sûr qu'il s'est payé genre une orgie de 101 jours là, pour à travers l'océan. Fait que l'université a décidé de couper son affiliation avec l'expérience de Santiago. Oh non! Ouais, après que les médias commençaient à annoncer partout que l'université avait organisé un sex raft. OK, c'est même pas de lui que c'est venu. Les médias ont décidé ça sans qu'ils disent le vrai but. Ouais. Sans que Santiago dise le vrai but. C'est les médias qui ont appelé ça comme ça. Ouais. Oh, les médias! Quand Santiago a reçu l'information par radio, hein, tu sais, parce qu'il était quand même connecté, il était pas perdu en mer, malheureusement. Non, c'est ça. Il a reçu l'information que l'université coupait son affiliation? Ouais, c'est ça. Okay. Il est devenu encore plus violent, tu sais, envers les participants. Okay? Oh son expédition devait se terminer juste avant la saison des ouragans. OK. Il devait arriver au Mexique juste avant la saison des ouragans. Okay. Mais malheureusement, sur le chemin, se dressait une tempête. Peut-être qu'il avait dévié justement à cause, tu sais, de la pièce brisée, ou tu sais, il y a une tempête qui est arrivée plus tôt. Ben oui, ça arrive, mon Dieu. Là, sur leur chemin, il y avait une grosse tempête. Ben oui, en ce moment, on est au mois de juin, puis il y a un ouragan, c'est pas supposé, c'est ça la vie. Donc, tu sais, Maria, qui était toujours la capitaine, voulait changer le cap pour accoster sur une île qui était pas très loin, puis arrêter le voyage là, tu sais, pour pas risquer la vie du monde dans un bateau. Un radeau en mer. Ben oui, bravo, Maria. Ouais, très, très sage décision. Très sage, Maria. Mais Santiago, lui, il était désespéré là, parce que là, son expérience, il avait plus de support à l'université, ça allait pas pantoute comme il voulait. Il s'est dit, si je pourrais rentrer comme ça avec aucun résultat... En fait, il y a plein de résultats, mais il n'y a pas les résultats qu'il voulait. Non, t'sais. exact. C'est ça le problème, c'est que... Oui, parce que ça aurait pu être... Mais c'est une expérience. Wow! Ton expérience, elle a réussi. Note qu'est-ce que tu as observé... Puis il dit que c'est ça, genre, la vie. Mais lui, c'est pas ça qu'il voulait comme résultat. Non, c'est pas ça qu'il... Ben, c'est pas crunchy. Ouais. C'est plate. Ouais, ça, j'ai mis du monde sur un radeau en vase clos, puis tout le monde était gentil avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais prédit qu'elle allait s'entretuer. Ouais. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, Santiago, lui, va faire une genre de mutinerie, là, va reprendre le contrôle du bateau et va garder le cap et va foncer droit sur la tempête. Wow! Pour continuer le voyage tel que prévu. OK, c'est un enfoiré, ça. Ouais. Mais heureusement, le groupe s'en est sorti sain et sauf. Oh mon Dieu, il doit avoir eu peur, par contre. mais, sans vouloir donner raison aux hypothèses de Santiago, OK? Après ce jour-là, et pour le reste du voyage, OK, les 1 ou 2 semaines qui restaient, les 10 participants se sont mis dans l'idée de tuer Santiago. Ils se sont dit, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est un fou. Puis là, ils se disaient que, écoute, on est en mer. Oui. On vient de traverser une tempête. Oui.
qui nous croirait pas en disant qu'en sortant de la tempête, Santiago était tombé à l'eau puis qu'il s'était noyé. C'est vrai de ça, je me suis dit, mais quelle belle opportunité. Il y en a d'autres qui se sont mis aussi à créer des scénarios où tout le monde allait comme le poignarder tour à tour, ou injecter du poison tour à tour pour que tout le monde soit aussi coupable. Exact, Pour oui. pas que personne puisse dire « Ah, moi, je l'ai pas fait, j'étais forcé, whatever. » Il faut que tout le monde soit de connivence. Là. C'est ça, exact. Mais personne l'a fait non plus. Okay? C'est ça. Il y a pas personne qui a tué Santiago. Là. C'était pas des fous, là, mais c'était comme des fantasmes. Pendant 2 semaines, ils ont fantasmé là-dessus. C'est ça. Mais là, Santiago est encore plus exclu du groupe et on sait pas si c'est sa dernière tentative pour essayer d'irriter les participants ou si c'était vrai ou si c'est par manque d'attention. Mais Santiago est tombé malade. Oh. Okay, il était gravement malade, il a des maux d'estomac, des maux de ventre, puis il pouvait plus rien faire. Là. Il a passé comme les derniers jours du voyage isolé dans sa chambre. Puis Edna, la docteure, devait aller le soigner tout le temps. Là. OK. Puis dans le documentaire, c'est drôle parce que Edna, justement, elle va dire qu'elle était presque certaine qu'il faisait semblant que c'était juste pour attirer l'attention parce qu'on s'occupait plus de lui. Mais même s'il était affaibli, il n'y a personne qui l'a achevé. Tu sais. Non, c'est ça. On n'est pas des animaux, là, non. tu vois bien. Ben là, il devait être content. Là, il était tout seul dans sa chambre à bouder, puis là, le reste du monde, ils ont passé du bon temps. Mais quel personnage désagréable. C'est fou, hein? Et le sexe dans tout ça? Oui. Tu sais, comme tu pourrais t'imaginer, 101 jours en mer avec des belles personnes à partager du bon temps, on peut s'attendre à quelques rapprochements. Ah, le grec puis le prêtre. Non, ben je sais pas, là, il y en a eu quelques-uns, là, il y en a, là, il en parle aussi dans le documentaire, puis, tu sais, écoute... Ben oui, ça se peut. C'est rien de plus que t'as à Punta Cana, genre dans un groupe de 20 célibataires. Là. Mais si tout le monde est consentant, ben, c'est ça, exact. enjoyez votre vie. Il y avait rien d'autre à faire. Mais non. Puis, il était isolé sur le bateau, puis en fait, il y en aurait sûrement eu plus s'il était pas aussi isolé, puis si Santiago il était pas tout le temps à côté en train de regarder puis d'observer tout le monde. Là. Ben oui. Même la nuit, je veux dire, t'avais du monde qui était réveillé, fait que là, puis tout le monde dormait dans la même pièce. Fait que c'était pas évident, mais le monde s'était trouvé des trucs là. Toi check ça là, check. Puis si quelqu'un s'en vient, avertis-nous, on va aller là-bas, genre, puis 15 minutes après c'était fini là, tu sais. C'est pas une orgie genre de 101 jours à profusion. Mais tu sais, c'est sûr là, que l'humain étant ce qu'il est, des fois il y a des rapprochements, puis si ça convient à tout le monde, big deal. Là. Ben ouais, c'est ça. Il disait que ça pourrait quasiment se compter sur les doigts de la main. Ben oui, c'est pas bien grave. Donc Santiago, toujours amer de son voyage, en note dans les dernières pages de son journal comment les participants de son expérience ne comprenaient rien à ses objectifs, que tous ces gens pensaient que tout ce que ces gens pensaient, c'était d'avoir du bon temps et de se faire des amis et que personne voulait se battre entre eux ou je sais pas trop quoi. Selon lui, les participants l'avaient empêché de comprendre le vrai comportement des humains. Dans les derniers jours, il commentait même plus sur ses observations. Et il n'observait plus rien. Il boudait dans sa chambre. Et il commençait déjà à planifier comment il allait recréer une nouvelle expérience pour vraiment comprendre le comportement violent des humains. Puis de leur côté, les participants, eux autres, n'avaient que des bons mots sur le voyage et sur les nouveaux amis qui s'étaient faits pour la vie. Oh, quelle belle histoire! Ouais. C'est super intéressant. Je connaissais vraiment pas ça. Drôle de cas, drôle d'expérience. Là. Oui, drôle de cas. Puis, positif. Ouais, ben oui. C'était un cas positif, tu sais, c'est ça. Quand tu m'as dit que tout le monde l'haïssait, tu m'as dit, les gens, il y a plus personne qui parle à Santiago, tu sais, j'ai comme fait, fait qu'ils sont sûrement encore tous vivants. Puis là, je me suis dit, ben oui! J'aurais pu faire ça. J'aurais sûrement pas tué personne. Ben non, c'est ça. Tu sais, ce monde-là était tout content de partir en voyage, puis de participer à une expérience, puis tu sais, écoute, c'est des vacances payées, là. Oui. Puis ils ont pas à comprendre les hypothèses de Santiago parce que il faut pas qu'ils soient biaisés, justement. Ben exact. Tu sais, comme personne me comprend. Ils ont pas à comprendre. Il faut juste qu'ils soient. Je pense que c'est lui qui comprend pas. Ouais, c'est ça. C'est un des pires scientifiques que j'ai rencontré. Ouais, c'est ça. Que j'ai connu. Qu'est-ce que ça fait quand je mélange genre, tu sais, je sais pas moi, de la poudre dans l'eau tiède. Puis là, ça fait rien.
Là, il va le chauffer, genre, jusqu'à temps que ça explose. Là, comme, je savais que ça allait exploser. Comme, non. Je savais que ça allait faire de quoi. T'as changé, genre, t'as forcé un résultat. Non, ça n'a pas de sens. Ben merci. C'était vraiment... Puis il y a un documentaire là-dessus? Ouais, The Raft. Okay, vous irez écouter ça, c'est super intéressant. Puis, sur quelle plateforme, sais-tu? C'est dur à trouver, là. Écoute, sur Crave, je pense qu'il l'avait. OK. Sinon, faut que tu payes sur une couple de Apple YouTube. TV puis tout ça. Ouais. OK, ben merci. J'ai adoré ça. Merci de m'avoir permis de faire encore quelque chose qui est comme pas tout à fait dans le sujet. Ben, il était pas perdu en mer, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Presque. Il était perdu, là. Il était perdu des fois. Il avait perdu son sang-froid. Il a perdu son temps. Il a perdu son temps. Perdu sa job. Il a perdu sa job, tout ça. Ben merci beaucoup. J'ai vraiment, vraiment aimé ce cas-là. C'est à ton tour. C'est à mon tour. D'accord. De quoi tu nous parles? Marie-Ève, cette semaine, à Crime Tonic. Cette semaine, l'histoire que je te raconte est remplie de moments surprenants. Tu vas voir. Donc, ça porte sur Juliane. Elle s'est mariée, donc éventuellement son nom sera Juliane Diller. Mais son nom de jeune fille est Juliane Kopka. OK? J'ai entendu cette histoire-là à l'excellent podcast de Guillaume Lambert intitulé « C'est quoi les chances? » Je vous conseille ce podcast-là. C'est super bon. Il y a un épisode qui parle de Juliane Kopka. Et j'ai décidé d'aller me renseigner un peu sur cette histoire. Puis j'en ai appris un peu plus sur Juliane. Yes, sir. Hein? Yes, sir. Yes, sir. Et sur sa famille. Bon, premièrement, je te parle de sa famille. Son papa, il s'appelle Hans Wilhelm Kopka. Hans est un étudiant en écologie allemand à l'université de Kiel. OK? Il va rencontrer sa future femme, Maria von Michelweg-Radecki. Tabarouette. Ouais, tout ça. En 1747, à cette université, donc l'université de Kiel. Deux futurs biologistes, hein? La thèse de doctorat de Hans va porter sur les cloportes et celle de Maria sur la coloration des colombes sauvages et domestiques. Et là. Oui. C'est niche. C'est niche, tu dis, c'est très niche. C'est niche de niche. T'imagines les soirées romantiques? Toi, t'es cloporte. Oui. Puis toi, t'es colombe. Une colombe qui colorait plus que l'autre. Ouais. Oui, c'est romantique. Ouais. Ça donne le goût. Ça donne le goût, oui, vraiment. Après ses études, Hans va se faire offrir un emploi au Musée d'histoire naturelle de Lima, pas à côté, au Pérou. Emploi qu'il acceptera. Cependant, se rendre à Lima après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ben compliqué. Hans est allemand et nous sommes en 1948, tout juste, comme j'ai dit, après la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands ne peuvent pas vraiment voyager en Europe. Mais pourquoi? Comme ça. Voyons. C'est de même. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelques années, ils pouvaient voyager où ils voulaient. Oui, mais là... L'Europe était quasiment toute à eux. Ils peuvent plus. Ouais. Et obtenir un visa est très difficile. Donc, Hans a dû partir à pied et premièrement, traverser plusieurs chaînes de montagnes pour se rendre au Pérou, premièrement. Malheureusement, il a été arrêté et a dû purger une peine dans un camp de prisonniers italiens. Wow. Là, il était où, là? Il est parti de l'Allemagne. Ouais, pour fallait aller... qu'il se rende au Pérou. Ouais. Mais il fallait... Il n'avait pas fait ça à pied, là. Ben là, non, mais lui, il voulait au moins... Je suis pas calé en géographie, là, mais il y a quelque chose de pas correct lui, là-dedans. il voulait aller se rendre dans un cargo. Pas juste quelques chaînes de montagne entre l'Allemagne et le Non, mais il Pérou. fallait qu'il commence comme ça. Parce que le problème, c'est pas de voyager en mer, c'est de sortir de l'Allemagne. OK, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il quitte l'Allemagne. Faut qu'il passe par l'Europe pour partir sur un cargo commercial. Ouais, parce qu'en plus, à cette époque-là, c'est pas comme s'il y avait des compagnies aériennes là, qui voyageaient 14 fois par jour entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Moins, il y en a moins. Il y en a, on va le voir plus tard, il y en a, mais il y en a moins. Ouais. Donc, c'était très compliqué. Fait que il fallait qu'il commence par marcher. Et il s'est fait arrêter et il a dû purger une peine dans un camp de prisonniers italiens. Finalement... Pourquoi? Parce que c'était comme des alliés dans
Ah, écoute, je sais pas pourquoi, mais d'après moi, c'est parce qu'il n'y avait pas de visa et le droit de voyager. OK. Ouais, puis quand il s'est fait arrêter, il devait être quelque part en En Italie. Italie, ouais, Ouais, c'est ça. fait qu'il était dans un camp de prisonniers italiens. Finalement, il a réussi à embarquer clandestinement dans la cale d'un cargo en se cachant dans une cargaison de sel. Et ce cargo l'a amené en Uruguay où il a pu se rendre à Lima 2 ans après avoir initialement accepté l'emploi. Et là, le poste avait été comblé. No shit. Les ressources humaines ne l'avaient pas attendu 2 ans. C'est ça. Moi, l'autre fois, entre mes 2 jobs, j'ai demandé 3 semaines, c'était le bout de la merde. C'est un gros voyage, tu sais. Oui, fait lui, 2 ans, ils ont fait « Hey, mais excuse, on a trouvé quelqu'un. » Gardez ma place chaude, j'arrive. Oui, 2 ans exactement. plus tard. 2 ans plus tard. Et la direction ne semblait pas flabbergastée qu'il avait fait de la prison pour avoir ce job-là. Moi, je trouve ça se dit bien l'entrevue, là. À quel point voulez-vous le poste? Ben, j'ai fait de la prison. Ouais. Ah, mais encore, tu sais. Ouais. T'es en retard. Maintenant que t'as fait de la prison, on n'est plus intéressé. C'est ça. T'es en retard, c'est ta première journée. On est bien déçus. Bref. Il a réussi à obtenir la gestion du département d'ichtyologie, soit les poissons. Oh wow, OK. Oui. Qui n'a pas rapport avec les cloportes. Non, c'est ça. Mais coudonc. Ou l'Éthiopie. Oui. Hein? Non. Ichthyologie. Ah, OK. Oui, Je pensais étiologie. Non, ichthyologie. Parce que des poissons, c'est ish. C'est ish. Étudier là-dedans, c'est ish. Ish. Fait que c'est pour ça. Il appelle ça l'ichthyologie. En 1950, sa fiancée Maria est finalement venue le rejoindre. Elle n'a pas fait de prison. Une chance. On est très contents. Félicitations, Maria. Et se serait remarié. Si elle partait, puis elle faisait 2 ans de prison, puis elle arrive, d'après moi, elle se serait remariée. Oui, là, à un moment donné, ils sont vraiment... Mais il n'était pas encore marié, c'était juste sa fiancée, oui. Et elle a aussi été embauchée, je te rappelle qu'elle est biologiste, par le Musée d'histoire naturelle de Lima. Donc, les deux travaillaient là et elle va diriger le département d'ornithologie parce que elle, sa thèse était sur les colombes, je te le rappelle. Donc, elle est très, très calée en ornithologie. En tant qu'experte des oiseaux néotropicaux. Bon, les deux ont de brillantes carrières. Hans est principalement connu pour son ouvrage de 1684 pages portant sur les théories de biologie. Et Maria est honorée par les noms scientifiques de 4 oiseaux d'origine péruvienne et en 1956, on nomme même une espèce de lézard en l'honneur du couple. Il s'appelle le Microlophus Capcaorum. OK. Capcaorum. On dirait un nom de camp dans Astérix et Obélix. Ben, moi, si j'étais un homme et qu'on nommait un lézard Microlophus... Je sais, je voulais pas faire cette joke-là. C'est la première fois que j'ai passé. Je voudrais jamais qu'on honore quelque chose en mon nom en le nommant Micro. Microlophus. En même temps, on fait un podcast. Tu sais, on en a 2 micros, là. C'est vrai, on en a 2 micros. T'sais, moi, j'aimerais mieux le Mégalophus. J'aimerais mieux que quelqu'un nomme quelque chose. Mégalophus. Ouais. Mais ça aurait pris ça aurait pris un camp dans Astérix et Obélix. Il y a comme Babaorum. Oui. Tu sais, Aquarium. C'est vrai. Lui, c'est Capcaorum. Capcaorum. Bref, Hans et Maria forment un couple un peu bizarre, OK? Lui, il est 10 ans son aîné, il est sombre, distant, tandis que Maria est blonde, est douce, est remplie de compassion. Les deux assistent à plusieurs événements scientifiques et insistent toujours pour être assis ensemble. Pour eux, impossible d'être séparés. Bon, trêve de plaisir. C'est le temps des choses sérieuses. Maria et Hans sont heureux et de leur amour scientifique cartésien est née la petite Juliane. Mm-hmm. Oui, voilà. On y arrive. Voilà. Naturellement, avec des parents zoologistes à Lima, la petite Juliane est éduquée dans un profond respect de la nature, aussi. Ses parents lui inculquent des connaissances importantes sur la jungle, of course, et l'équilibre des écosystèmes. En 68, la famille quitte Lima, mais ils s'en vont pas très loin, là. Ils vont déménager au cœur de la jungle. Donc, c'est dans la réserve de Attends, excuse-moi, je l'ai noté plus loin. Panguana.
dans les réserves de Panguana. Ça me sonne tout comme des endroits où j'ai pas nécessairement le goût d'habiter. Ah, il paraît que c'était de toute beauté. Mais c'est au Pérou. Mais c'est loin des... Ouais, dans le milieu de la jungle. Ouais, et c'est vraiment dans le milieu de la jungle. Et c'est une réserve. Donc, il y en a beaucoup d'espèces. Comme dans Tarzan. Vraiment comme dans Tarzan. Voilà. Donc, ils vont s'installer dans le milieu de la jungle où Juliane, naturellement, doit être scolarisée à la maison. Hein? Il y a pas d'école secondaire. Oui, mais ça prend 2 ans pour y aller. Oui, c'est ça. Si tu passes par prison, ne passer par Go. Non, c'est vraiment... Non, tu restes là. T'es scolarisée à la maison. Mais tu sais, elle a 2 parents biologistes, là. Je veux dire, elle va s'en sortir. Loin d'être... C'est ce qu'on verra. Loin d'être enthousiaste de s'isoler, hein? Elle a 14 ans, pleine crise d'adolescence. Les autres sont comme, ouais, on s'en va dans le milieu de la jungle, ça va être fou raide. Elle est vraiment pas contente. Mais finalement, pendant 2-3 ans, elle va suivre ses cours avec un horaire super strict, puis elle va vraiment être impressionnée de la beauté du site. Elle a 2 animaux de compagnie, c'est une nature luxuriante, c'est de toute beauté, donc elle va s'y faire, ouais. Jusqu'à ce que les autorités, ces party poopers, demandent à ce que la jeune fille finisse sa scolarité en ville, vraiment à l'école secondaire. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que elle est pas, je sais pas, c'est pas correct d'être scolarisée loin de tout. Eh ben. Ils vont demander qu'elle fasse, je pense que c'est ses 2 ou 3 dernières années de secondaire. À la grande ville. Donc, Juliane va partir à la grande ville. Le 24 décembre 71, Juliane et sa mère Maria partent de Lima juste après la graduation de Juliane. Bon, sa mère aurait aimé partir le 18 ou le 19 décembre, mais Juliane tenait absolument à assister à sa graduation et à son bal. Et elle avait supplié sa mère de retarder le vol pour pouvoir porter sa belle robe bleue qu'elle avait choisie. Sauf que c'était super difficile de trouver un vol le 24 décembre. Le seul qui était disponible était avec la compagnie LANSA. Et son père désapprouvait vraiment ce choix parce que la compagnie avait vraiment une piètre réputation. Et le type d'avion, qui est un L-188 Electra, il avait tendance à éprouver des problèmes depuis son lancement en 1957. Ça va pas bien? Non, ça va pas bien. L'année précédente, le vol LANSA 502 s'était écrasé, tuant 99 des 100 passagers. Quand son père a su que sa femme et sa fille allaient prendre le vol de LANSA, il s'est vraiment opposé, mais sa mère il a dit « tout va être correct, là, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est le seul qui est disponible. » Le vol fut tout de même booké parce que Marianne, tête de cochon. The famous last words. Et voilà. Et donc, le vol était en direction de Panguana, dans la luxuriante jungle, et la station de recherche de ses parents est à Panguana, où Julia, je te rappelle, avait vécu une partie de son enfance. Donc, elle retournait là. Le vol devait durer moins d'1 heure à bord d'un turbo Lockheed 188 de 86 passagers. Malheureusement, en plein milieu du vol, l'avion est pris dans un orage et commence à montrer des signes de turbulence. Okay. Tellement que les compartiments au-dessus des sièges s'ouvrent et laissent tomber les bagages et les cadeaux de Noël sur les passagers. Ça doit faire peur, ça. Oui, ça fait très peur, oui. Un petit jet en plus de même. Oui, non, c'était pas grand, une centaine de places. Juliane, qui est maintenant âgée de 17 ans, là. Juliane ressent bien la nervosité de sa mère, mais tente de rester calme. Soudain, à sa droite, elle voit par le hublot l'aile de l'avion être carrément frappée par la foudre. Ah ouais? Ouais, vraiment. L'avion pique du nez et la jeune fille entend sa mère dire « Now it's all over ». Les passagers sont terrorisés, certains crient, d'autres pleurent. Puis, Juliane se retrouve dans le ciel, hors de l'avion, comme si l'avion avait juste disparu. Ouais. Ah ouais? Oui. Le silence est incroyable. Comme elle le dira plus tard, c'est pas comme si elle avait quitté l'avion, c'est comme si l'avion l'avait abandonné. C'est bien weird. Oui, donc la compagnie aérienne, on comprend pourquoi ça s'appelle LANSA. Ouais, c'est ça. Elle l'a lancé. Elle l'a lancé dans les airs. Elle lança Juliane dans les airs. Ben, elle voit comme rien, là. Non. C'est comme s'il était juste plus dans l'avion. Elle est juste plus dans l'avion. Wow. Elle est toujours attachée sur une rangée de 3 bancs. Et la rangée de 3 bancs
tourne dans le ciel, comme, tu sais, les hélicoptères des arbres, là, les petites... Ouais. C'est vraiment comme ça. Mais toute seule avec les autres bancs? Elle est toute seule. Sa mère qui était assise à côté d'elle est plus là. Ah ouais? Oui, ce qui est vraiment bizarre. Mais elle était solidement attachée par son harnais. Je sais pas si les autres étaient attachés. Mais elle est seule sur sa rangée de 3 bancs et elle tourne dans les airs. Wow! Ouais. Elle se rappelle avoir pensé que les arbres au loin ressemblaient à des brocolis. C'est ça qu'elle a vu, puis elle a fait « Oh my God, on dirait des brocolis » et elle s'est évanouie. Ah ouais. Juliane se réveille le matin de Noël 1971, toujours attachée sur sa rangée de bancs d'avion. C'est un miracle de Noël. Oui, vraiment. Vêtue d'une petite robe et d'une seule sandale. Elle a fait une chute de 3 kilomètres. Wow! 3000 mètres. 3000 mètres, oui, ouais. les chances de survivre à une chute de 3 kilomètres sont nulles. Ouais, pas mal. Ça se peut Mais pas. à moins que tu sautes juste avant d'atterrir, mais là, était... Non, je pense pas, Nicolas. Non. Tu sautes de ton banc. Non, je pense pas. Non? Même à ça. Elle était évanouie en plus. Oui, elle était évanouie. Seule survivante de l'appareil, Juliane est en fait sous le banc. Elle est recroquevillée. Elle va rester comme ça durant les prochaines 24 heures. Il est possible que les feuillages aient un peu ralenti son atterrissage, naturellement. Elle a une bonne commotion cérébrale, une clavicule cassée, une entorse au genou, quelques entailles et les yeux vraiment enflés. Et puisqu'il continue à pleuvoir, parce que c'est la saison des pluies et qu'il y avait un orage, c'est complètement trempé qu'elle va se réveiller finalement le 26 décembre au matin. Ah, ben ouais. Ouais, elle va comme rester là en petite boule en dessous de son banc pendant comme une journée et demie. Heureusement, c'est quand même assez chaud, même... Non, même avec en la hiver. pluie, il faisait vraiment Ouais. froid. Ben oui, c'est chaud, mais avec la pluie, elle était Ouais. complètement trempée, fait qu'il faisait vraiment froid. Elle va être réveillée par les bruits de la faune, des insectes, des grenouilles, des oiseaux, mais elle va réaliser vite qu'elle voit peu parce qu'elle a perdu ses lunettes durant le crash, puis elle est vraiment myope, donc elle voit pas grand-chose. En plus, ses yeux sont vraiment enflés. Et puis elle a une commotion cérébrale aussi. Ouais, Toutes ces raisons fait que c'est moyen, je te dirais. Sinon, ses blessures ne l'empêchent pas de se déplacer. Wow. Elle est capable de se fou, déplacer. ça. Ouais. Mais elle est comme affectée de façon psychologique. Elle se sent profondément abandonnée. Oui. Hey, tu dois te demander... Qu'est-ce que je fais là? T'es toujours sur la Terre. Hein? Ah ouais, vraiment. Là, tu dois faire comme... il va te faire des dinosaures, tu sais, genre... Ben, elle connaît super bien la jungle. Ouais, mais t'es... Elle, c'est la meilleure personne pour être perdue dans le milieu de la jungle. L'avion sur lequel tu volais a disparu. Oui. Les personnes qui étaient assises sur le banc à côté de toi ont disparu. T'es tombé de 3000 mètres. Moi, je ferais comme, OK, là, ils m'ont téléporté sur une autre planète. Là. Ouais. Elle, en fait, elle s'est vraiment sentie abandonnée, mais pour elle, c'est comme si la jungle, c'était comme chez eux, parce qu'elle a habité dans la jungle toute sa vie. Elle a des repères. Ouais, elle avait des repères, puis c'est comme si la jungle l'avait sauvée. Ouais. Elle a comme fait, OK, elle m'a sauvée. Tu sais, c'était comme ça qu'elle s'est sentie. L'esprit de la jungle. L'esprit de la jungle. Parce qu'elle avait toujours respecté la jungle. Exactement. Fait que la jungle l'a sauvée. Voilà. Merci. C'est ça. Elle a un petit sac de bonbons comme seule provision, qui était comme dans ses poches ou je sais pas quoi. Elle a trouvé un petit sac de bonbons. Elle va entreprendre de traverser la jungle amazonienne, en fait péruvienne, qui regorge d'animaux les plus terrifiants les uns que les autres. Okay, il y a des caïmans, qui est une sorte de crocodile. Il y a des araignées, des serpents vénéneux, des raies vénéneuses, parce qu'il y a comme des courants d'eau, des marées, des swamps, mais c'est rempli de crocodiles et de raies venimeuses, excusez. Des abeilles, des millions de moustiques. Hey, j'ai-tu besoin de dire qu'il y a de la bébite? Ça doit. Ça n'a pas de sens, OK? Et c'est la saison des pluies. En plus, ouais. Et la nuit, les pluies sont très froides. Donc, durant les prochains jours, Juliane fera tout pour rester en vie, mais les connaissances que ses parents lui ont transmises seront vraiment très utiles. Elle sait qu'elle doit trouver un cours d'eau
et le suivre. Celui-ci se transformera éventuellement en rivière et il va avoir de la présence humaine. C'est ce que ses parents lui ont appris. Donc, ayant grandi à Lima, où les tremblements de terre sont fréquents, elle s'est gardée la tête froide, même en situation d'urgence. Comme elle dit, moi, j'ai appris que le sol sur lequel je marchais était jamais sûr. Non. Donc, c'est ça. Elle est comme, je vais faire mon possible. Ouais. Elle se rappelle le moment où elle a compris qu'elle était véritablement la seule survivante du crash. 85 passagers et 6 membres de l'équipage sont tous décédés. Elle a aussi compris après quelques jours qu'elle n'entendait plus les avions de recherche. Parce qu'au début, elle les entendait, puis à un moment donné, elle s'est mise à plus les entendre. Fait qu'elle s'est dit « Ah! » Mais tu sais, dans la jungle de même, c'est pas comme si tu mets des roches puis t'écris SOS. Ah, là, non. Ça doit être assez dense. Là. C'est très dense. Là. Ouais. Oh oui, il ne peut pas l'avoir. Donc, elle était convaincue que ses jours étaient comptés. Hein? Elle était convaincue qu'elle allait mourir. Puis elle s'est dit qu'elle avait rien accompli de sa jeune vie. Ah ben là. C'est triste, elle a 17 ans. Puis elle s'est faite la promesse que si elle survivait à ce périple, elle consacrait sa vie à une cause importante au service de la nature et de l'humanité. Après 4 jours à errer dans la jungle, Juliane tombe par hasard sur une rangée de sièges sur lesquels un homme et une femme sont toujours attachés. Ah ouais? Ouais. La force de l'impact les a fait s'incruster dans la terre, la tête première à 1 mètre de profondeur. Shit. Ouais. Les pieds pointant vers le haut. Complètement abasourdie et bouleversée, Juliane ressent tout de même le besoin de s'assurer que c'est pas sa mère. Ah ouais? Elle a comme eu peur que ça soit sa mère, donc elle va utiliser un bâton pour bouger le pied de la femme, puis elle va voir qu'elle a du vernis à ongles, puis sa mère en mettait jamais, fait qu'elle va faire « OK, c'est pas ma mère », fait qu'elle va partir. Il n'y a pas de bagage, rien. Tu sais, des fois, tu peux peut-être trouver des affaires pour t'aider. Là. C'est ça. Ben moi, j'ai vu qu'elle avait rien trouvé. Ouais. Les journaux ont dit des atrocités. Les journaux ils ont dit qu'elle avait trouvé un panettone, puis qu'elle avait bouffé le panettone. Ah ouais? Oui, un gâteau italien. Même tout seul dans la forêt, je mangerais pas ça. On n'aime pas ça, nous. Mais le pire, c'est qu'elle dit qu'elle avait comme... Elle en avait vu un, puis il était tellement smashy, là, qu'il était tellement smooshy dans la boîte qu'elle dit « Je peux pas manger ça. » Fait que, c'est ça, elle a là, pas... tu sais, ça connaît bien la jungle. Il doit y avoir plein d'affaires là-dedans que tu peux quand même manger pour te soutenir un peu au minimum, là, pour te garder en vie. Là. Ouais, je sais pas si elle avait réussi à manger quelque chose. Je pense que du oui. lichen, là, des écorces de je sais pas quoi. Ben, des grenouilles. Ouais, c'est peut-être pas la première affaire que je mangerais, là. Ben là, de toute façon, on pouvait pas partir de feu, je pense. Là. Fait que, en plus, si tout est trempe. Tout est trempe, exactement, oui. Suivant un cours d'eau comme ses parents le lui ont appris, il faudra 9 jours à Juliane pour finalement tomber sur un camp forestier de travailleurs. Ces derniers vont lui donner du manioc à manger et vont verser de l'essence sur ses blessures pour tuer les asticots. Pelule sur ses blessures. Il paraît que c'était comme toutes des têtes d'asperges dans ses plaies. C'était rempli de bébites, ses plaies, et de larves, et ça bougeait. C'était l'horreur, pour de vrai. En effet, il y a tellement de moustiques, de mouches, d'insectes que les bestioles ont pondu dans les plaies. C'est ça, hein, ouais. Il y en a beaucoup, puis c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est... Le lendemain matin, les travailleurs vont l'amener dans un village voisin. Finalement, elle va être transportée à l'hôpital par avion. En tout, elle va passer 11 jours dans la jungle. Quand même. Ouais. C'est un de plus que l'autre en Californie. Oui, c'est ça, je me suis... Non, l'autre, c'était 11 jours. 11 jours aussi, ouais. 10 ou 11 jours, ouais. On apprendra plus tard que 14 autres passagers avaient initialement survécu à la chute. Ah ouais? Ouais, vraiment. Donc, fait que si tu tombes d'un avion, faut que tu tombes là. Oui, parce que c'est comme... c'est fluffy. De survivre. C'est fluffy, la jungle. C'est fluffy, ouais. Mais ils sont morts avant d'avoir été retrouvés. Okay. Les experts stipulent que Juliane a survécu car elle était solidement attachée à son siège avec un harnais et sur le banc côté hublot et que la rangée de 3 bancs aurait agi quelque peu comme un parachute ralentissant sa chute. Ah ouais? Ouais. Sa mère était pourtant assise juste à côté d'elle, mais elle n'a pas eu la même chance. Elle n'était pas attachée? Ou... On le sait pas. On va en savoir un petit peu plus tard. Okay. Je te reviens sur sa mère, mais on ne sait pas si sa mère était attachée ou non. OK.
Juliane, naturellement, on est en 1971. Elle n'a jamais eu d'aide psychologique pour son traumatisme. Après sa convalescence... Quand est-ce que les victimes ils ont de l'aide psychologique? J'espère qu'aujourd'hui, ils en ont. En mars, ça s'est passé à Noël, naturellement. Mettons, elle a été retrouvée en janvier. En mars, elle était complètement rétablie. Elle retournait à l'école à Lima. Par contre, elle était sans cesse pourchassée par des journalistes et son père, en panique, l'a envoyée en Allemagne habiter chez sa grand-mère et sa tante. Le deuil de son père, en ce qui concerne sa femme, a été très long et très pénible et il refusa catégoriquement que sa fille rentre au Pérou. Ah ouais? Ouais, Juliane a perdu tous ses repères. Elle a vraiment eu la difficulté à rétablir sa relation avec son père. Elle avait plus d'amis, naturellement. Elle se sentait complètement abandonnée. Elle était rendue en Allemagne. Elle avait perdu sa mère, je te le rappelle. Ben, c'est ça. Puis là, elle se retrouve plus de parents là-bas, dans un pays complètement différent. Là. Oui, avec le syndrome du survivant, là. Ouais. Puis possiblement, c'était marqué nulle part, là, mais possiblement une certaine culpabilité là, d'avoir fatigué sa mère pour rentrer plus tard. Peut-être. Tu sais, je me dis... Un restant de commotion, ça. Oui, un restant de commotion, tout à fait. Juliane avait l'impression, en fait, que le problème pour son père était qu'elle avait survécu et non sa mère. Ouais. Elle avait vraiment cette impression-là. Ah, c'est pas la première fois qu'on entend ça, hein? Les hommes aimeraient mieux que leurs femmes survivent? Non, ben pas ça en particulier, mais tu sais, que me semble dans un autre cas aussi qu'on a déjà fait, là, c'était comme... Ouais. Tu sais, c'est pas le bon fils qui meurt, ou tu sais, de faire la même, là, des fois... Ben... Il y a le syndrome du survivant qui est vraiment, il paraît qu'il... Pourquoi moi puis pas les autres? Là? Exactement. Il paraît que ça, c'est vraiment difficile parce que là, c'est comme si ta vie, il fallait qu'elle soit fantastique. Ouais, à partir là, t'as de plus là, le droit de t'asseoir puis rien faire. Non. Là, tu peux pas juste être ordinaire. t'es en vie, c'est pour une raison. Ouais, on dirait, là. Fait qu'il y a ça. Puis deuxièmement... À moins que tu deviens celui qui est le plus lâche de toute la planète. T'es le plus quelque T'es chose. plus de quelque chose. T'es plus de quelque chose. Bon, ben, t'es pas mort, t'es pas resté en vie pour rien. Non, T'es exactement. resté en vie pour super rien. Exactement. Ouais. T'es super paresseux. Son père va quitter Lima 3 ans plus tard sans saluer ses collègues du musée. Du musée d'histoire naturelle. Ouais, donc... C'est plus à l'ouest, pas dans le milieu. Hein? Ah, du milieu. Donc, son père va quitter Lima 3 ans plus tard sans saluer aucun de ses collègues et va continuer sa vie sans joie en Allemagne. Il va falloir des années à Juliane et son... Comme le reste des Allemands. Franchement. Non, mais ils ont tout à l'air fâchés. Ils ont tout le temps l'air fâchés. Ils sont pas fâchés. Je sais. Il va falloir des années à Juliane et son père pour réparer leur relation. Juliane va éviter les médias naturellement pendant une majeure partie de sa vie, hein, parce que les médias ont raconté beaucoup de mensonges sur son périple. Comme Dans ce temps-là, en plus, tu peux même pas comme t'enrichir avec ça. Tu sais, aujourd'hui, elle aurait pu se faire un réseau social puis aller sur des talk shows puis demander un cachet. Là. Ben, elle va finir là, par faire un documentaire, un film, un livre. C'est j'avoue. ça. Donc, les médias disaient qu'elle avait construit un radeau avec des vignes, qu'elle avait mangé des gâteaux, comme je te disais, qu'elle avait trouvé dans l'épave, puis qu'elle était arrogante, puis insensible, puis qu'il l'avait rencontrée, puis qu'elle avait pas d'allure. Puis, en tout cas, elle était vraiment dégoûtée, fait qu'elle va éviter les médias pendant plusieurs années. En 1971, Juliane retourna dans la réserve du Panguana étudier les chauves-souris et les papillons diurnes, le sujet de sa thèse de doctorat. Elle va identifier 52 espèces différentes et dédia sa vie entière à la préservation de la réserve de Panguana, comme ses parents l'avaient fait avant elle. Elle prit finalement la direction de la réserve de Panguana et milita pour la protection de cette zone. Et finalement, elle eut gain de cause parce que le Panguana fut déclaré zone protégée en 2011 et offre des conditions exceptionnelles aux chercheurs en biodiversité parce que on y retrouve, attache-toi dessus, beaucoup de cadavres d'avions. Non. 500 espèces d'arbres, 160 espèces de reptiles et d'amphibiens, 100 espèces de poissons, 380 espèces d'oiseaux et 7 espèces de singes. Ah, ils sont tous là-bas. C'est ça qu'ils ne restent plus par ailleurs c'est dans vraiment le une monde. réserve. C'est fou, là. Ouais. Faut vraiment que ça soit protégé. En fait, elle disait dans un article que j'ai lu qu'on a détruit 17% de la biodiversité du Panguana et que si on atteint 20, ça va être complètement impossible de renverser la vapeur. Ah ouais. Ouais. Le père de Juliane décéda en 2000
Et c'est dans ses affaires qu'elle découvrit que sa mère avait vraisemblablement aussi survécu au crash, possiblement pendant 2 semaines. Hein? Ouais, jusqu'au 6 janvier, alors que son corps fut retrouvé le 12 janvier. En effet, son corps n'était pas aussi décomposé qu'il aurait dû l'être si elle était décédée directement à Noël. Mais elle a dû avoir une importante blessure. On parle soit d'une fracture du bassin ou du pelvis qui l'empêchait. Elle pouvait absolument pas se déplacer. Donc, elle a juste agonisé 2 semaines. Moi, je tombe en bas de ma chaise puis je t'en arrête de travailler pendant 2 semaines. Là. Mon Dieu. Tu tombes d'un avion, là, si tu te casses le dos, je veux dire. C'est ça. Tu ramperas pas longtemps. Non. Dans la jungle. À 10 degrés la nuit avec la pluie. Oui, mais c'est juste là qu'elle a... Dans la boîte, c'est ça, puis c'est là qu'elle a compris pourquoi son père était si bouleversé. Parce qu'elle a pas sauvé sa mère. Ou peut-être qu'elle aurait pu la sauver, mais que ça n'a pas, tu sais. C'est ça. Les secours aussi, ils n'ont pas... Les secours, ils n'ont pas trouvé sa mère. Puis là, lui s'imaginait que sa femme a vécu l'agonie, là, tu sais, parce qu'il pleuvait, donc peut-être qu'elle a bu de l'eau de pluie. Hey, c'est long mourir avec un bassin pété. À petit feu, c'est long en tabarouette. Fait que, tu sais ça, son père, je pense, ça l'a vraiment bouleversé. Puis ça l'a su juste ça quand elle a fini dans ses affaires, quand elle est décédée, ouais. Durant les 50 années suivantes, 50 des 170 avions Electra furent retirés de la circulation à cause d'accidents et de bris. Wow! Oui, c'est comme le tiers, à peu près, un peu moins que le tiers. En 88, Julianne, qui est maintenant le docteur Miller, participa à un documentaire et à un film qui s'appelle Wings of Hope du réalisateur Werner Herzog. Et selon elle, cette collaboration fut ce qui se rapprochait le plus d'une thérapie dans sa vie. En plus de ses nombreux travaux de recherche, elle écrivit un livre de son expérience en 2011 qui s'appelle « When I Fell from the Sky, How the Jungle Gave Me My Life Back ». Wow! En German. En allemand, mais ça a été traduit. Alors, c'était l'histoire de Julianne Kopka. Hey, hein? Qui est badass. Méchante péripétie. Oui, écoute, comme tu dis, moi, je me fais mal en me levant le matin. Ouais, c'est ça. Ces temps-ci, je vais à la physio parce que ma position pour dormir n'est pas optimale. Ouais. Je veux juste dire ça. Donc, je la trouve bien bonne. Puis quand on se blesse, on n'a pas comme... Des larves qui sortent de nos blessures. Exactement. On n'a pas ça, Nicolas. Non. Oui, puis pas de lunettes puis une sandale, là, me serait effondré, moi. C'est sûr, je m'effondrais. Ouais. Ça prend du courage, pareil. Ça prend du courage. Donc, c'était... merci beaucoup pour ce cas. Hey, ça me fait plaisir. Puis en plus, je sais pas si t'as remarqué, j'ai respecté le thème. Et c'était une autre émission dans la poche. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et on vous laisse avec un mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao. Au revoir.